Bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Nicolas. Salut à tous. Nicolas Mélin, l'expert du Fast Club qui m'accompagne cette semaine avec une émission complète. Il y aura un comparatif de deux vedettes du marché, une star du tennis mondial, le salon de Détroit et beaucoup d'autres choses encore. Voici le sommaire. Cette semaine, dans Fast Club, notre journaliste, Erwan Maillard, a décidé de comparer la Volkswagen Up, une citadine chic, à la reine des années 90, la Twingo. Alors, l'Allemande a-t-elle les arguments pour s'imposer face à la Française? La réponse dans quelques instants. Vous verrez ensuite un duel entre deux grands sportifs, Gaël Monfils, tennisman, face à Romain Dumas, pilote automobile. Seront-ils aussi bons dans un autre sport que leurs domaines respectifs? Nous vous emmènerons ensuite de l'autre côté de l'Atlantique, au Salon de Détroit. Vous découvrirez un florilège de nouveautés. Du petit 4x4 à la super sportive, vous n'aurez plus qu'à faire votre choix. Puis, vous retrouverez Erwan Maillard au volant de la Citroën DS5. Avec ce modèle totalement original, Citroën décide d'aller chasser sur les plates-bandes des berlines allemandes. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. On commence l'émission cette semaine avec un comparatif de deux vedettes du marché, Nicolas. Oui, finalement, Stéphane, un comparatif de haut vol parce que c'est entre une star qui a bientôt 20 ans, la Twingo, on n'a pas vu le temps passer, avec toujours une bouille extraordinaire, toujours parce que Renault a décidé de relifter sa Twingo pour faire face à la terrible petite Volkswagen Up qui risque de faire très mal au vu de son prix et de son équipement. Pour la première fois, Volkswagen arrive réellement sur cette catégorie du marché. Il l'avait fait avant avec la Fox, mais qui est en fait une voiture importée du Brésil, qui n'était pas très ambitieuse. Là, c'est une voiture qui veut vraiment rafler le marché face à la Twingo bien établie. Up ou Twingo, quelle est la meilleure? Regardez. À ma gauche, elle est petite, acidulée, agile, c'est la nouvelle citadine de Volkswagen, la Up. Elle entend bien détrôner la référence du segment, c'est sa concurrente la plus sérieuse, la Renault Twingo. Alors pour arbitrer ce match de poids plume, on accueille Claire. Bonjour Claire. Bonjour Erwan. Jeune conductrice qui veut s'acheter une petite voiture pour rouler en ville. Oui. Ce que je te propose, c'est d'essayer ces deux voitures et puis tu nous dis ce que tu en penses. D'accord, parfait. Vous êtes prêts? Accrochez-vous, ça va cogner. Bon, Claire, on commence par la Up. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture? J'aime pas du tout la couleur. Ah bon? T'aimes pas le rouge? J'aime le rouge, mais plus sur les ongles que sur les voitures. Bon, d'accord, ça c'est ton goût. Ensuite, qu'est-ce que tu penses du design Volkswagen, du design de cette voiture? Je trouve ça très joli, harmonieux, jolie courbe, mais en revanche, je trouve que le logo est un peu gros. Et la grande bouche noire, t'en penses quoi? Je trouve que ça fait un petit peu voiture tunée de course. Oh, quand même. Bon, c'est sympa. Moi, je trouve que ça lui donne un petit côté jovial. On va voir le côté? Ouais. Allez. Et elle a l'air vraiment toute petite, elle fait quelle taille exactement? Bah oui, tu as raison, c'est tout petit, ça fait 3,54 m de long, c'est 14 cm de moins que la Twingo. Alors ça, autant dire que pour se garer, c'est un vrai atout. On va voir le coffre. Tiens, je te laisse faire. Honneur aux femmes. Suspense. Suspense. Oula! Mais il est tout petit. Ouais, c'est une citadine, hein. Attends, Ouais, mais 251 litres de contenance. Sinon, j'ai un test infaillible pour voir si la contenance est suffisante. C'est le test Vas-y, de la poussette. je t'en prie, teste. Je pensais pas que ça allait rentrer quand même. Eh ben si, ça passe. Alors Claire, Oui. la deuxième, la Twingo. Eh ben écoute, tout de suite, je préfère la couleur quand même. Ah. Parce que le bleu, Mieux. bon, c'est tout de suite plus joli. Mais en revanche, j'aime pas du tout la courbe. Je trouve que pour moi, c'est pas une Twingo. C'est vrai? Non. Pourtant, on est revenu à un dessin un peu plus fun que la précédente version. Fun, certes, mais est Avec les trop petits loin de feux ronds, l'original. là. Petits feux ronds là et tout, c'est sympa. Ouais, mais je préférais les gros feux de la Twingo, moi. Ouais, le côté grenouille de l'ancienne. Voilà, celle-ci, elle Bon. me fait penser à une voiture lambda, genre Clio. Est-ce qu'on a plus de chance avec l'arrière? J'aime pas beaucoup ces petits feux en forme de losange. Bah, là. c'est la Je nouveauté trouve sur ça ce modèle. trop- Hein. Moi, je trouve ça plus rigolo que la Up qui est un peu droite, un peu froide. Et le coffre alors? Ah, bah, il est plus grand le coffre. Bah écoute, pourtant, pas plus, mais teste avec la poussette, on va voir. Notre test de la poussette. Bah écoute, Nickel. la forme est plus carrée, ça rentre mieux. Ça, c'est parfait. Allez, on y va? On y va. En route. Alors Claire, pour le design, laquelle voiture gagne? Pour le design, j'ai eu un coup de cœur, mais pour la Up. Parfait. Alors, que penses-tu de cet habitacle? J'adore. C'est vrai? Je trouve ça hyper joli. La couleur un peu laquée comme ça, c'est très féminin.
C'est très tendance, hein, c'est C'est la nouveauté en tendance. ce moment. Et alors les finitions, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je trouve ça correct. Il n'y C'est a, correct rien qui me choque particulièrement. Moi je trouve que c'est plus que correct parce que dans le segment, tu trouveras rarement des boutons comme ça, cerclés d'alu. Non, c'est très très propre. Oui, bon. Je préfère le volant, moi. Le Ouais. volant est très chouette. C'est plus sensible au laqué, quoi. Oui. Côté nana, quoi. Voilà. Bon, et les fauteuils? Je trouve pas ça très agréable. Ouais. C'est un peu le petit moins de l'intérieur. Je trouve ça un peu raide. Je suis assez d'accord avec toi. Ils sont pas foulés. Alors Claire, la Twingo maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Je suis toujours pas fan. C'est vrai? Non. Oh, tu Je trouve exagères. ça triste. C'est plus sobre, mais ils ont mis des notes de couleur ton carrosserie. Ça y était pas avant, Oui, ça. le bleu que j'aime tant, mais Voilà. noir, un peu triste. Ouais. En revanche, les fauteuils sont plus agréables. Ah, t'as vu les fauteuils, rien à voir. On est bien maintenus. Mais la couleur rayée pique-nique, Elle est difficile, hein. Alors Claire, ton verdict pour l'habitacle? écoute, une fois de plus, c'est l'Up qui gagne. Alors Claire, quelles sont tes premières sensations au volant de cette Up? Écoute, je suis très satisfaite parce que je trouve qu'elle se faufile un petit peu partout et finalement en ville c'est quand même l'idéal. Effectivement, cette Up est très agile, mais pour vérifier ça, rien ne vaut un petit slalom sur circuit. C'est parti. Ah oui, effectivement, Claire, tu as raison. La Up fait preuve d'une agilité remarquable. Elle est vive et précise, la direction est très légère. Bon, en revanche, l'amortissement un peu souple ne contient pas très bien les mouvements de caisse. C'est un peu fatigant à la longue. Allez, c'est parti pour la Twingo. Alors déjà, elle est beaucoup plus ferme en amortissement, elle prend moins de roulis. En revanche, elle est beaucoup plus lourde à mener. Oh, la direction est d'une lenteur. Bon, il y a fort à parier que la Twingo reprenne l'avantage à plus haute vitesse, mais à 50 km/h en ville, c'est la Up qui sera la plus vive. Donc sinon, à part ça. Écoute, je trouve que le moteur est assez doux. Ouais. Ouais, il fait pas beaucoup de bruit, il est assez calme comme moteur, c'est pas très énergique. Ça fait pourtant 75 chevaux. Et alors la différence avec la Twingo, c'est que c'est un 3 cylindres. Petite sonorité sympa, un peu rauque. Moi j'aime bien. Ouais, un petit peu rauque, ouais. Bon, moi j'ai une petite question. Je vais quand même trouver un petit défaut à cette voiture. Ah. Si tu veux ouvrir la fenêtre passager, là, tu fais comment? Et pourquoi il y a pas de bouton? Eh ouais, il n'y a pas de bouton côté conducteur. Alors effectivement, l'habitacle n'est pas très large. Moi je peux ouvrir l'autre là en roulant, mais Ouais, bon. mais imaginons il y a une urgence. voilà, un petit plus, ça aurait été quand même bien de mettre un bouton pour ouvrir la fenêtre passager sur la porte conducteur. Oui, là je suis d'accord. Mais bon, elle a pas beaucoup de défauts finalement. Ah, Je crois que je l'aime bien. Bon. Alors nous voilà installés dans la Twingo. Quelles sont tes premières impressions? Beaucoup moins bonne que pour la Up. Comment ça? Elle est beaucoup moins facile à conduire. Je la Ouais. trouve beaucoup plus agressive. Alors elle est plus agressive, elle est moins agile, on l'a vu d'ailleurs dans le slalom. En revanche, elle est plus nerveuse. On vérifie ça avec un petit run. Oh là là! Mais le 4 cylindres Renault pète le feu! La Twingo est loin devant! Oh bah dis donc, ça y est, c'est gagné. On va quand même faire un petit tour dans l'autre voiture, histoire de vérifier s'il n'y a pas un conducteur un peu plus vif que l'autre au démarrage. Allez, c'est parti pour la Up. Oh là 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 là! Le 3 cylindres Volkswagen est beaucoup plus creux à bas régime. Résultat, la Twingo est loin devant. Twingo, vainqueur du Grand Prix des Feux Rouges. Alors Claire, dernier verdict. Écoute, je crois qu'effectivement c'est clair, une fois de plus, c'est l'Up qui a gagné. Victoire écrasante de la Up. La Twingo se fait donc voler la vedette, même si elle demeure une bonne citadine. Côté tarif, à 13 080 € pour une high-up et 10 800 € pour une Twingo authentique. L'écart peut paraître énorme, mais il s'efface très vite à équipement équivalent. Chacune y va alors de ses arguments. Sécuritaire pour la Up, avec une aide au freinage d'urgence, en option, et pratique pour la Twingo, avec une banquette arrière coulissante. Il ne vous reste plus qu'à faire votre propre choix. Dans le reportage qui va suivre, vous allez découvrir Gaël Monfils, grand tennisman français, qui va rencontrer un invité de marque, un grand pilote. Pas n'importe quel pilote, Stéphane, Romain Dumas, qui a remporté les 24 heures du Mans en 2010. Alors ceci dit, dans ce comparatif, je ne sais pas si Romain est un grand expert en tennis. Pas sûr, Romain Dumas, Gaël Monfils vont s'affronter effectivement raquette à la main et volant en main. Regardez le résultat. La voiture, elle répond super bien, quoi. Enfin, c'est un avion. Vous l'avez reconnu, c'est Gaël Monfils, l'un des plus grands champions de tennis français. Il a accepté un duel insolite avec le pilote de course Romain Dumas, vainqueur des dernières 24 heures du Mans. Qui du tennisman ou du pilote s'illustrera sur le terrain de l'autre? Gaël Monfils est-il un pilote en herbe?
Romain Dumas pourra-t-il renvoyer les balles du numéro 15 ATP? Merci. Premier round, Romain retrouve Gaël lors de son entraînement pour l'Open de Montpellier. Gaël peut envoyer des services à plus de 200 km/h, de quoi impressionner Romain, qui a pourtant l'habitude des hautes vitesses, mais sur 4 roues. Je dois dire, quand je mets ma combinaison, je suis un peu plus confiant de ce que je vais faire que là au tennis contre Gaël. Les boulets de canon de Gaël sont impressionnants et pourtant Romain résiste. Il démontre que ses réflexes de pilote font des merveilles en tennis, mais malgré cela, le résultat est sans appel. Je sais tes matchs, mon fils. Merci. C'est vraiment bien, il remet bien les balles. Là, aux premières balles, attends, t'as des réflexes. Moi, je le touche à tous les coups, mon kiné. Vraiment, je suis un pur amateur de tennis, je joue très peu. Une fois par an, disons. Et là, la vitesse, c'est incroyable. C'est sûr que c'est du haut niveau, du très haut niveau. C'était vraiment un plaisir. Direction le circuit de Lédenon pour le match retour. Cette fois, c'est Romain qui est sur son terrain. Et pour les départager, la toute nouvelle Audi R8 Speeder, l'un des roadsters les plus performants et les plus rapides au monde. Gaël, qui aime beaucoup la R8, ne gâche pas son plaisir. Voilà la voiture, Audi R8, pour s'amuser. Un beau bolide, quoi. Un beau bolide. Sans attendre, Gaël Monfils prend le volant de la R8 pour un petit cours de pilotage. Je suis perdu, déjà. Faut que j'aille là. C'est normal, oh, t'as pas le pas. Faut que tu essayes toujours d'aller de bande blanche à bande blanche pour t'aider. Allez, on accélère, tiens là. Bien joué. J'essaie de le prendre comme un jeu vidéo, en fait, comme quand on se prend pour vous en jeu vidéo. Et en plus... L'avantage du jeu vidéo, c'est quand tu finis dans le bac, t'as pas mal. Une fois paré, c'est parti pour un tour chronométré. Peut-il lutter contre l'un des pilotes français les plus expérimentés? C'est le chrono qui va parler. Eh bien... Une 53,80. Il a bien roulé, sincèrement, je pense qu'on part à ce matin, il a déjà dû gagner facilement 30 ou 40 secondes. Mais comme toute qualif, il n'était pas content de lui, il a dit qu'il aurait dû faire beaucoup mieux. Maintenant, c'est au tour de Romain. Il part comme une balle. Une 37,05. Soit 16 secondes de différence. Oh, il l'avait chronométré. Je comptais. Tu l'avais chronométré? Je comptais. L'objectif, c'était vraiment de conduire vite et prendre toutes les cordes, et je crois que j'ai bien réussi, quoi, entre guillemets. Et après, je pense qu'avec un peu plus de tours, j'aurais forcément amélioré mon temps parce que je commence à avoir le circuit plus en tête. C'est donc l'égalité entre les deux et la preuve qu'ils excellent chacun dans leur discipline. Pour célébrer ça, Romain finira par une petite leçon de comment s'amuser avec une R8 Speeder sur un circuit. C'est parti! « 2012, c'est l'année du mondial de l'automobile, en septembre prochain. Mais en attendant, le premier grand salon de l'année, c'est le salon de Détroit, Nicolas. Oui Stéphane, alors le salon de Détroit aux États-Unis est vraiment ce qu'est le salon de Francfort en Allemagne pour les Allemands, c'est-à-dire que les Allemands arrivent en force, ils étalent tout leur savoir-faire. Là, c'est la même chose aux États-Unis, les constructeurs américains en mettent plein la vue. Beaucoup de choses, des protos, des voitures assez incroyables, et bien sûr des voitures made in America. Regardez le salon de Détroit 2012, beaucoup de choses. Lors du dernier salon de Détroit, les constructeurs ont fait la part belle aux petits moteurs. Fini les gros V8, bonjour les petites cylindrées aux moteurs électriques. À l'origine, le Ford EcoSport était un modèle exclusivement dédié au Brésil. Mais Ford voit désormais les choses en grand et compte proposer ce nouveau modèle aux pays émergents et sans doute chez nous, en Europe, sous l'appellation Fusion.
Ce petit SUV comptera sur sa ligne aguicheuse pour tenter sa chance face au Nissan Juke et Kia Soul, mais aussi sur son inédit 3 cylindres, 1 litre de 120 chevaux. Bien entendu, ce n'est qu'un concept, mais ne changez pas grand-chose pour y voir le modèle de série et son grand frère, le futur Kuga. Aux États-Unis, la Dodge Caliber n'a pas connu le succès qu'elle attendait. 6 ans plus tard, elle tire sa révérence et laisse place à cette berline compacte, la Dart, la concurrente des Ford Focus. La Dart incarne un nouveau volet du partenariat entre Chrysler et Fiat, car elle utilise la plateforme de l'Alfa Giulietta. Si le profil semble banal, les faces avant et arrière présentent une forte identité. Les codes stylistiques de la marque sont là, calandre en croix et le bandeau lumineux des feux arrière. Sous le capot, 3 moteurs 4 cylindres, le 1,4 litre multi-air, 160 chevaux d'origine Alfa, un 2 litres Chrysler de même puissance et un 2,4 litres de 184 chevaux. Croisons les doigts pour la voir arriver un jour dans nos contrées européennes. Chevrolet s'est aperçu que les trentenaires représentent 40% des acheteurs potentiels pour une voiture neuve. Avec cette Camaro en réduction, leur objectif est donc de plaire aux jeunes. Voici leur réponse, la Chevrolet 130R. Un coupé aux lignes tendues et agressives, fonctionnel, avec 4 places. Certains lui trouvent déjà des airs de BMW série 1 coupé. Et à environ 16 000 €, la 130R a tout pour réussir. Si elle voit le jour, bien entendu. NSX pour New Sport Expérimental. Traduisez voiture de sport expérimentale de nouvelle génération. Un nom sans grande poésie qui a marqué de son empreinte les années 90, mais aussi 3 lettres qui ont choqué le monde de la supercar. Pour la première fois, un constructeur japonais osait s'attaquer de front à Porsche et Ferrari. Les fans attendaient son retour depuis 2005. La voici, mais Bajaj Acura, la branche sportive de Honda aux États-Unis, le berceau de son succès d'antan. Toujours équipée d'un V6, de puissance encore inconnue et assistée par 3 moteurs électriques, la NSX devrait voir le jour d'ici 2015. La route est encore longue. Un coupé Lexus, mais il existe déjà avec la LFA. Enfin, petit détail, il est aussi rare qu'onéreux. 560 chevaux, 10 cylindres, 500 exemplaires, 380 000 €. En tout cas, ça laisse de la place pour un petit frère plus abordable et plus civilisé. Et c'est le cas avec ce concept Lexus LF-LC. Cette véritable vitrine technologique prend la forme d'un immense coupé 2+2, moins radical que la LFA et plus typé grand tourisme. Idéal pour s'attaquer au Mercedes SL et BMW Série 6. Et les arguments sont là. Une ligne à couper le souffle, extrêmement travaillée. Une face avant à forte personnalité avec des optiques sculptées et un intérieur futuriste où le luxe l'emporte sur la sportivité. Côté motorisation, Lexus n'a rien voulu dévoiler. Malheureusement, cette LF-LC a le temps de changer d'ici 2015. Et ça laisse rêveur. Que faire pour rendre plus branchée la toute nouvelle coccinelle, la voiture la plus fun de l'année? Eh bien, vous avez la réponse sous les yeux, avec cette Volkswagen e-Buxter. Ce concept n'est pas totalement une Volkswagen coccinelle. Même s'il s'inspire complètement de la Cox millésime 2012, le e-Buxter s'en différencie sur certains points. Déjà, du point de vue esthétique, il affiche une ligne de toit plus basse de 9 cm, nettement moins plongeante que sur la coccinelle, et les vitres sont plus effilées. Le capot se veut un peu plus long et le bouclier a été redessiné, intégrant des feux à LED au design futuriste. Voici donc la coccinelle Speedster. Pas de 4 cylindres turbo de 300 chevaux, mais plutôt des batteries lithium pour rouler 100% électrique. Avec ces 115 chevaux, vous passerez les 100 km/h en 10 secondes 9. Alors, démonstration d'un savoir-faire ou le début d'une version plus sportive de la coccinelle, seul Volkswagen a la réponse. Et comment ne pas finir par la diva du monde automobile? Après l'arrivée du coupé, voici la 911 Cabriolet. Même si cette Porsche a voulu rester fidèle à la capote en toile, enfin presque. Cette 911 Cabriolet est innovante, mais ça ne se voit pas. En fait, Porsche a réalisé un toit escamotable en magnésium au contour arrondi, mais qu'ils ont recouvert de toile. Fallait y penser. Sous le capot, elle bénéficie des mêmes mécaniques que sur le coupé, à savoir les flat 6, 3,4 litres et 3,8 litres de 350 et 400 chevaux. Comptez 102 056 € pour la Carrera et 116 528 € pour la version S.
les constructeurs français essayent d'aller maintenant dans le premium. Une nouvelle tentative en ce moment, Nicolas. Oui, alors après la DS3, la DS4, voici maintenant la DS5. Alors ce qu'on va quand même aimer, même si elle est particulière, c'est que pour un constructeur généraliste, Citroën ose dans le style. Regardez l'essai de la DS5. Est-ce que c'est une voiture digne du haut de gamme? La réponse d'Erwan Maillard. Voici donc la DS5, le troisième modèle de la gamme DS, la signature haute couture de Citroën lancée au printemps 2010. Enfin une auto française qui semble vouloir rivaliser avec les meilleures allemandes. Alors quels sont justement ces standards allemands dont on vous parle si souvent et est-ce que la DS5 y répond? C'est ce que vous allez voir dans ce sujet. Avec l'apparition de la gamme DS, Citroën est le premier constructeur français à renouer avec le segment des voitures premium, autrement dit, du vrai haut de gamme. Un segment jusqu'ici largement trusté par les constructeurs allemands. La première DS, la DS3, s'est ainsi positionnée face à la Mini, rien que ça. La DS4, elle, pourrait être une bonne alternative à une Audi A3, bien plus qu'une simple C4. La DS5 vise encore plus haut. Pour ça, il fallait sortir du lot. Et là, il n'y a pas de doute, le design est exceptionnel. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle ne laisse pas indifférent. Son style parfaitement dans l'air du temps marque les esprits. La DS5 ne ressemble à aucune autre, à mi-chemin entre le break et le coupé. Côté design, elle est aux antipodes des codes stylistiques des berlines allemandes qui prônent l'élégance discrète, comme la BMW série 3, ou encore du coupé Audi A5 qu'elle peut concurrencer. La DS5 s'adresse donc à ceux qui recherchent une auto de luxe, statutaire, mais qui ne veulent pas rester dans l'anonymat. En matière de finition intérieure, le ton est donné par Audi qui place la barre très haut. Les critères sont les suivants. La qualité des matériaux utilisés. Ici, nous avons un cuir superbe sur les sièges, des plastiques moussés sur la planche de bord et du métal bouchonné sur les poignées de porte et la console centrale. À ce chapitre, c'est remarquable. Ensuite vient la qualité d'assemblage et de finition. Regardez-moi ces commandes avec cet insert en alu. Et puis cet assemblage. Non, là, il n'y a rien à dire. Enfin, il reste l'ergonomie. Tous les fabricants allemands ont leur molette qui regroupe une quantité astronomique de fonctions. Eh bien ici aussi, la molette est là, ainsi que la vision tête haute. À première vue, tous les ingrédients d'une voiture premium allemande sont donc là. Mais regardez de plus près, l'ergonomie est encore perfectible. Il y a encore plein de boutons, ils ne sont pas toujours là où on les cherche. Il y en a même jusqu'au plafond. Alors Citroën a peut-être volontairement joué cette ambiance cockpit d'avion, mais au final, il faut un peu de temps pour trouver ses marques. Les boutons les moins accessibles ne sont heureusement que des commandes secondaires, telles les réglages de l'affichage tête haute. Pour le reste, l'habitacle de cette DS5 flirte avec les plus grands. Et même si quelques détails restent à peaufiner, une chose est sûre, Citroën a énormément progressé. Et la qualité ne se voit pas toujours, parfois elle s'apprécie avec les oreilles. Un autre standard à respecter, c'est ça. Un bruit mat et sourd à la fermeture, indispensable pour accéder au segment premium. En revanche, le truc agaçant, c'est ce coffre qui n'a pas de commande d'ouverture sur le haillon. Il ne s'ouvre que depuis l'habitacle ou avec la télécommande, et encore, il n'est pas motorisé. Et ça, les concurrentes allemandes l'offrent depuis bien longtemps. Côté comportement routier, là pour le coup, la DS5 a peut-être un peu trop forcé sur le curseur. Elle se montre très ferme en amortissement, alors bien sûr ça sert le côté sportif, mais ça dégrade d'autant le confort qu'on est en droit d'attendre dans ce type d'auto. Et la fermeté, c'était le standard allemand en matière de comportement routier jusqu'à ce jour. Et il y a fort à parier que les choses évoluent vers une pointe de confort en plus. D'ailleurs, BMW avec sa nouvelle série 3 démontre qu'il est désormais possible d'offrir plus de confort sans pour autant dégrader le caractère sportif de son auto. Une direction que les autres constructeurs devraient également prendre. Alors, trouver un peu de fermeté sur cette version sportive de 200 chevaux n'est pas incohérent, mais il semblerait que même les versions diesel soient aussi fermes. Surprenant. Là, pour le coup, les Allemandes conservent l'avantage. Côté motorisation, la tendance est au petit moteur économe, mais performant. De son côté, Citroën est plutôt bien équipé avec les moteurs HDI. Mais pour ne pas bouder notre plaisir d'avoir enfin une auto capable de taquiner les Allemandes, on aimerait bien une motorisation un peu plus noble.
Et oui, parce que si cette version THP de 200 chevaux est remarquable en termes de performance et d'agrément de conduite, avec un style et un standing pareil, on préférait entendre le feulement d'un V6 par exemple. Et puis accouplé à une bonne boîte auto de type DSG de Volkswagen, là vous auriez l'auto parfaite. En attendant, cette version 1,6 litre turbo 200 chevaux tient avec brio le rôle de haut de gamme. Nerveuse et dotée d'une belle sonorité, elle ne consomme que 6,7 litres en cycle mixte. Enfin, ça, c'est selon Citroën. La réalité est plus proche des 10 litres. Côté tarif, la DS5 assume son statut de voiture de luxe avec une entrée en matière à 29 300 € pour une version HDI 110 chevaux chic et 37 700 € pour ce modèle d'essai THP 200 chevaux sport chic. À ce chapitre, la Citroën se positionne en parfaite concurrente avec les Allemandes en offrant des prestations qui flirtent avec les standards germaniques pour quelques milliers d'euros de moins à équipement équivalent. Voilà donc une Française qui mérite qu'on s'y intéresse de très près. Fast Club est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine ou alors sur le web, Nicolas. Sur w9replay.fr, Stéphane. Allez, ciao, à la semaine prochaine. À bientôt.